Alors l'armurier, à l'époque, c'était, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais à l'époque, c'était celui qui fabriquait l'armure, c'était celui qui travaillait le métal, c'était un peu le forgeron. Armurier, moi, comme je l'ai appris, c'était à la base un fabricant de clous. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'armurerie du Bois de la Côte en compagnie d'Olivier Leclerc qui va nous expliquer son travail d'armurier, exactement ce qu'il fait ici. C'est devenu le fabricant d'armes. Maintenant, armurier, c'est très vaste. L'armurier, ça va être aussi bien celui qui fabrique l'arme, celui qui la vend, celui qui vend les accessoires, celui qui la répare, celui qui... C'est vraiment très vaste. Je dirais armurier, finalement, c'est celui qui a l'autorisation de commerce et l'agrément d'armurerie. Voilà, c'est simplement celui qui peut travailler sur des armes, celui qui peut les revendre, celui qui peut... Voilà, c'est quelqu'un qui vient demain et vous dit « Ouais, je suis armurier », ça ne veut absolument rien dire. Il travaille avec des armes. Voilà, c'est la seule certitude que vous pouvez avoir. Et encore, il peut travailler sur des armures. Bonjour, bienvenue chez moi. Alors, bienvenue à l'armurerie du Bois de la Côte. Moi, je suis Olivier Leclerc, armurier, diplômé de l'école de Liège. On est dans un atelier de fabrication d'armes de luxe, donc c'est à partir du moment où c'est fait à la main. Donc voilà, bienvenue. En armurerie, toutes les armes sont uniques, donc tout l'outillage est unique, et on est obligé de tout faire à la main, parce qu'on ne trouve pas les outils déjà tout faits comme il faut. Donc moi, je fais toutes mes fraises pour tout et n'importe quoi, mais tout ça, c'est que de l'outillage que j'ai fait à la main. Ça, c'est pour les bouchons de percussion. Ça, c'est pour les emplacements de levier, pied de clé. Et pour un type d'arme à chaque fois. Donc chaque fraise, chaque outil est vraiment à son utilité pour une vis sur une arme. Et si on n'a pas la bonne taille, eh ben on le fait. Donc ça, c'est autour. Et puis après, on lime, on fait les trempes. Donc tu es obligé de fabriquer tous tes outils. Oui, la plupart. Et même les tournevis, finalement, sont retaillés à la main. Donc on peut utiliser des tournevis du commerce parce que on peut trouver des bons aciers. Moi, j'utilise beaucoup c'est les anciens tournevis anglais, parce que c'était un très bon acier. Et par contre, je dois les reforger de temps en temps, donc les réécraser pour avoir la bonne largeur, et refaire vraiment la lame du tournevis pour que ça corresponde aux vis qu'on utilise, parce que c'est des crans qui sont beaucoup plus fins que tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et c'est pareil, d'une marque à une autre, d'un fabricant à un autre, le cran de vis ne fait pas la même largeur. Et donc, on est obligé d'adapter le tournevis pour qu'il soit le plus juste possible pour ne pas abîmer la vis. J'ai appris à tout faire. Le problème, c'est que pour être bon dans quelque chose, il faut se spécialiser. Il y a des gens qui peuvent être bons dans tout, mais c'est très compliqué. Il y a un moment où il faut dire « Ok, je préfère travailler sur ça. » Donc moi, j'ai choisi de faire tout ce qui est basculage. Assembler, bascule, canon, longuesse, monter le mécanisme et faire vraiment les pré-réglages. Ça, c'est mon métier, donc oui, faire la relime extérieure. Après, dans ma vie quotidienne, sauf cas exceptionnel, je ne fais jamais de finition, je ne fais jamais de montage à bois, je ne fais certainement pas de gravure, ça c'est encore un métier à part entière, même si beaucoup de gens me posent la question. Eh ben non, j'aimerais bien, mais faut être artiste, c'est pas mon cas. Donc voilà, moi c'est vraiment le métal, assemblage initial des pièces, et après, il y a toujours des gens qui vont travailler derrière moi pour finir les armes. J'ai un plus gros jour ici que là, qui est ce que je veux. Je touche. Donc maintenant, je peux commencer à reprendre sur la face recul pour que le canon se mette vraiment dans la position finale et que je puisse fraiser l'emplacement de la broche. Alors, la plus grande des qualités pour être armurier, c'est d'être patient. C'est faire et défaire, c'est toujours travailler. Là, armurier, c'est faire et continuer, et c'est limer, démonter, mettre un peu de noir de fumée, remonter, essayer, hop, redémonter, limer, et ainsi de suite. Et c'est que ça toute la journée, et des fois, ça va être 10 heures pour faire avancer une pièce de 1 mm, voire moins.
mais c'est nécessaire. Il faut être minutieux, et c'est toujours dès qu'on essaie d'aller un tout petit peu trop vite, de gagner un tout petit peu de temps, où on fait une erreur, et le petit coup de lime qui dérape, et ben la pièce est foutue, et on n'a plus qu'à recommencer. Donc ouais, qualité nécessaire, la patience. Après, ce qui est vraiment chouette dans le métier d'armurier, moi, ce qui me motive, entre guillemets, c'est un peu de faire des trucs nouveaux, des choses qui n'ont pas vraiment été faites. À partir d'une bascule de 12, un projet qui m'avait éclaté, même si je le déconseille, c'était de le transformer en bascule de 410. Parce qu'il fallait réfléchir à comment tout réduire, comment tout faire pour que ça aille. De même que j'avais fait, quand j'étais en Angleterre, une 223. Et faire un montage lunettes type Holland sur une 223. C'est-à-dire qu'on a toutes les pièces qui sont plus petites, sauf que la lunette reste la même. Et il a fallu adapter toutes les pièces que j'avais remécanisées pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne très bien, comme si ça avait été fait pour dès le début. Et ça, ouais, c'est la partie sympa, sans compter le fait que, bah voilà, moi, je suis armurier, donc j'ai pu me fabriquer mes armes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais dans le concept, c'était ça. Mais vous savez, hein, l'histoire des cordonniers, eh ben, c'est un peu pareil. Je me suis fait plein d'armes, il y en a à peu près aucune qui est finie. Donc voilà, ça, c'est mon arme d'école. Petite Express en 8,57 IS. Bon, il n'y a pas de bouton de sûreté d'ailleurs. Mais voilà, ça a été ma toute première arme, faite de A à Z, aussi bien tout ce qui est basculage, montage des mécanismes, la mise à bois, et même la plaque squelettique tirée c'était vraiment une plaque d'acier que j'ai travaillée et incrustée dans le bois après. Ouais, un peu de satisfaction. Elle est éprouvée, pas de problème, prête pour la gravure depuis maintenant... C'est combien le dernier diplôme ? 2011 ? 2011, voilà, 13 ans que l'arme est prête. Bon, je pense que là, je vais abandonner la gravure et juste tremper, bronzer, et puis quand même l'utiliser un petit peu, parce que c'est à ça que ça sert. Le quadrillage, c'est joli, c'est esthétique, sauf qu'en fait, quand t'as un très joli bois, alors là, c'est pas un bois de folie, mais pour les moyens que j'avais à l'époque, c'était un très joli bois, et ben, j'aime bien, ça... Le quadrillage cache le veinage. Après, c'est beaucoup de boulot de faire un quadrillage. S'il est mal fait, quand on a l'œil exercé, eh ben, il n'y a rien de pire. Donc, je préfère autant ne pas l'avoir. Bon, c'est une Express, alors oui, ça a du recul. Je suis un bon gaillard. L'arme va pas me glisser des mains comme ça. Bon, c'était pas nécessaire. Ok. Donc, à terminer. À terminer, ouais. Un jour. Ah, j'en ai d'autres. Hein. C'est mon calibre 20 que je me suis fait pour aller à la chasse. Donc voilà. Hein, il a maintenant, pareil, 13 ans, 14 ans. Et il a bien avancé. Il est dans une boîte avec un peu de graisse. Et bon, il y a toujours d'autres priorités, il y a toujours d'autres choses à faire. Et il en est où là ? Plus importantes. Il se repose. Là, l'acier, pour l'instant, se repose. Hein, il va retourner dans sa boîte. Je vais remettre une petite couche d'huile dessus. Et non, sinon, il est fini. C'est monté à bois, c'est quadrillé, c'est en fait une arme que j'avais achetée, qui était faite, mais tout le mécanisme avait été perdu. L'arme avait été préparée pour la gravure, tout le mécanisme démonté, et tout a été perdu. Et je me suis amusé à refaire tout le mécanisme, modifier la relime, et il manque juste 2 leviers armeur à faire. Remonter l'arme, tremper, jasper. Mais bon, un jour peut-être. Bon, c'est pareil, il faut que ce soit rentable. L'arme, finalement, je chasserai probablement jamais avec parce que j'ai d'autres armes qui sont plus adaptées. Et le coût de finir l'arme, finalement, ne couvrirait pas la valeur de l'arme finie. Maintenant, je travaille avec des professionnels, je suis pas difficile en fait, hein. Un petit peu tous les pays, les seules limites étant les douanes, qui rendent les choses un peu difficiles. Mais sinon, non, je travaille pour ainsi dire que pour des professionnels en fabrication. Il m'arrive de faire un petit peu de réparation pour des copains.
pour rendre service, ou pour vraiment quelqu'un qui vient chasser dans le secteur sur une belle chasse et qui a un problème de percuteur, et ben voilà, je vais récupérer l'arme, je lui fais sa réparation, et tout le monde est content. Mais ça reste vraiment une part minime de mon travail. Je n'ai pas de magasin, donc finalement, j'ai aucune publicité. J'ai pas vraiment besoin de faire de publicité. L'important, c'est d'avoir une bonne réputation et voilà, que la qualité de mon travail soit connue des bonnes personnes. Et à partir de là, le travail vient par lui-même. La difficulté de ne pas avoir un nom tient au fait que on n'a pas vraiment de référence. Et donc, même si on est un artisan excellent, quelqu'un qui va investir, parce que ça reste un investissement, hein, quand on dépense 10, 20, 100 000, 200 000, j'ai vu des armes partir pour des prix de fou, et les gens qui vont acheter ça, c'est pas j'achète un consommable qui va disparaître, c'est pas j'ai mis 200 000 euros dans quelque chose qui va disparaître. Ils ont 200 000 euros dans un produit qui, dans 10 ans, aura encore une valeur très élevée, qui parfois, 100 ans plus tard, a une valeur encore plus élevée. Parfois, tout dépend de plein de facteurs. Mais l'un des facteurs est le nom. Et le nom, si une marque perdure, eh ben, la valeur des objets qu'elle a produits dans le passé se maintient. Si une marque disparaît, ben, c'est-à-dire que ce qui a été fait au nom de cette marque eh ben, a tendance à plus valoir vraiment grand-chose. Alors moi, Olivier Leclerc, si je fais une arme et que j'arrête l'armurerie, et ben en fait, mon nom ne sera jamais connu, n'ira jamais plus loin que les portes de mon atelier et du client qui aura acheté mon arme. Ce qui fait qu'en fait, sur le marché de l'occasion, ce sera une arme qui sera vendue comme sous le nom de artisan, et une arme d'artisan. Les acheteurs savent que c'est une bonne arme, mais finalement, la valeur, elle reste assez modique, finalement. On trouve des très très belles armes d'artisans d'occasion pour pas grand-chose. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir une carabine linéaire parce qu'il n'y a rien de plus rapide pour aller à la chasse, au sanglier, et ainsi de suite. Mais en fait, il n'y a rien de plus rapide qu'une express. Hein. De détente, bon. Quand je travaille sur une express, je vais peut-être passer 250 heures, quelque chose comme ça, pour faire le basculage, monter les platines, monter tout le mécanisme, faire les relimes des pontées, la relime de l'arme en général, et préparer tout pour la mise à bois et le banc d'épreuve. Sur une arme comme ça, qui est beaucoup plus simple, c'est des bascules beaucoup moins élaborées, on n'est pas sur une arme à platine, on est sur un système Hanson, donc c'est-à-dire que tout le mécanisme est interne à la bascule. Là, je vais être sur une arme où je vais travailler peut-être 60 heures, 70 heures pour en arriver au même point. Voire peut-être même aller plus loin. Le marché de l'arme, ben, ça suit le marché du luxe. On reste sur des produits de luxe. Hein. Donc, temps de crise, c'est difficile, mais finalement, le luxe se maintient toujours. Et ouais, quelqu'un qui est prêt à mettre une telle valeur dans une arme, finalement, il a les fonds derrière. Donc, même s'il y a un petit peu la crise ou quoi dans sa société, bah, ils auront toujours suffisamment pour pouvoir acheter une arme. Alors, je me trompe peut-être, hein, je simplifie peut-être un petit peu les choses, mais finalement, le marché se porte bien pour connaître pas mal d'armuriers qui font de la fabrication, hein, aussi bien les grands noms que les petits artisans. Il y a des commandes. Il y en a, il n'y a pas... Voilà. Tous les jours, il y a des nouveaux riches. Tous les jours, il y a des nouveaux riches. Tous les jours, il y a des gens qui ont un petit peu plus et puis qui se disent « Ah bah tiens, allez, j'ai bien travaillé, je veux me faire plaisir. » Eh ben, il y en a. Même si c'est pas toujours les mêmes, même si ça change, il y en a et il y en aura toujours. Après, il faut savoir que le monde de l'armurerie a toujours tourné autour de quelques clients. Donc même si les temps sont durs, finalement, il y a toujours eu des grands collectionneurs, il y a toujours eu des mécènes, entre guillemets, qui ont permis à tous ces grands noms de l'armurerie de pouvoir persévérer. C'est-à-dire que il y a 2 grands collectionneurs aux États-Unis que je ne citerai pas, mais qui ont tous les 2 des collections où on passe les plusieurs milliers d'armes en tout genre, mais ces 2 personnes ont commandé dans les années 80, 90
des dizaines, des centaines, et peut-être même plus tôt que ça d'ailleurs. Mais on commandait vraiment énormément d'armes. C'est-à-dire que c'est des gens... Alors déjà, on ne peut pas rentrer voir leur collection, hein, c'est des collections privées où il faut vraiment... Ils invitent qui ils veulent et c'est vraiment très très compliqué. On ne saura jamais la liste de tout ce qu'il y a dans leur... c'est même pas des caves, c'est des bâtiments dédiés entièrement à ça et c'est que des œuvres d'art. Donc c'est des gens comme ça qui venaient quand les grands armuriers étaient un peu en difficulté, manquaient un petit peu de clients, et venaient rentrer dans le magasin, discuter un petit peu, et ah, vous avez ça, ah bah ça j'aime bien, est-ce que vous pourriez m'en faire une paire, et ah bah ça aussi, et qui venaient et qui passaient des commandes. En une journée, ils pouvaient dépenser 2, 3, 4, 5 millions en commandes. Et c'est des choses qui arrivent encore. J'ai déjà vu ça. Et c'est des gens qui, si le feeling passe, qu'ils aiment ce que vous faites, qu'ils ont confiance en vous, et que bah voilà, ils aiment bien la marque, ils aiment bien les produits, certaines personnes vont se permettre de vraiment se lâcher. Et c'est ce genre de personne qui va aussi permettre de pérenniser un petit peu le travail, parce qu'on sait que du coup, bah voilà, quelqu'un qui vient, qui dépense 2, 3, 4 millions chez vous, et ben c'est pas 2, 3, 4 millions à réaliser dans l'année. C'est qu'on va faire quelques armes pour lui cette année-là, on en va, et puis la production va forcément s'étaler sur plusieurs années. Et donc, ça permet d'avoir une garantie, d'avoir un fonds de commerce, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment très, très important. Enfin, pas que c'est très important, mais ça sécurise un business vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui de monter ta marque ? Ce qui me retiendrait de monter ma marque, ce serait principalement économique, dans le sens où fabriquer des armes, comme on parlait de kits de pièces tout à l'heure, où moi je ne peux pas fabriquer d'armes sans un kit de pièces, parce que la bascule, je ne peux pas la fabriquer moi-même. Le problème, c'est que fabriquer des kits de pièces en petite série, ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire qu'on peut partir et on peut tabler sur du 7 à... Allez, non, on va dire de 5 à 15 000 euros pour un kit correct. Et ça, c'est en faisant déjà au moins 15 ou 20 minimum. Si je devais en faire mécaniser un, en fait, il n'y a aucune boîte de mécanisation qui le ferait. Ou sinon, ils me facturaient directement 50 000 euros pour un kit, sachant que ça reste du prototype. Donc ouais, ce qui manque vraiment pour pouvoir créer un nom, c'est les finances et c'est les débouchés. C'est d'avoir des clients qui, justement, comme tout lancement de marque, avoir des gens qui vont avoir confiance et dire ouais, dans le futur je pense que ça va marcher et que ça va être quelque chose qui va vraiment valoir le coup, et donc je veux avoir la première arme, ou je veux une arme fabriquée par cette personne là, et bon, c'est pas évident. Après c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle d'armes de luxe, ainsi de suite. Non, on est sur des armes artisanales. Donc, une fois de plus, il y a plein de gammes différentes, et dans tous les cas, on aura toujours de la qualité. Après, c'est vrai que niveau prix, on n'est pas toujours dans les 100 000 euros ou n'importe quoi. On peut être beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Et en fait, c'est vrai que quand on voit des gens qui vont s'acheter la grande mode maintenant, c'est tout ce qui est carabine linéaire, ça va être beaucoup de choses comme ça. Et en fait, là, on parle d'armes. Alors, dans tous les cas, c'est des très belles armes, des très bonnes armes, mais on parle d'armes, c'est du consommable. C'est-à-dire que l'industriel qui fabrique l'arme va faire une arme qui va fonctionner très bien, qui sera pratique et sur lequel le client va pouvoir faire plein de modifications. Mais finalement, c'est des armes qui s'usent assez rapidement, et donc le client est obligé de renouveler son armement au fur et à mesure. Un artisan qui va passer des heures et des heures à travailler sur une arme, il va faire en sorte d'avoir l'arme avec la longévité la plus longue possible. Le but, et on le voit encore énormément maintenant, c'est que c'est des objets qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et du coup, parfois, c'est vrai que je vois beaucoup de gens dépenser 7, 8, 10 000 euros dans des ensembles, carabines, avec canon supplémentaire, silencieux, lunettes, et ainsi de suite, pour avoir une arme, finalement, qui sera similaire à celle de son collègue, alors que pour le même prix,
eh ben, on peut trouver des très très belles armes artisanales, d'occasion ou neuves, hein, ça reste les entrées de gamme, mais ça reste possible, qui vont être des armes de qualité, qui ont été faites avec vraiment l'attention du détail, et où les gens vont préférer acheter quelque chose d'industriel plutôt que d'acheter quelque chose de vraiment spécial et de transmissible. Et bon, c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est aussi un petit peu la façon dont tout se passe maintenant. Faut que ce soit joli, mais c'est bien si c'est moderne. Bon, les goûts et les couleurs. Je suis arrivé en Belgique à 17 ans, donc j'ai passé mon baccalauréat que j'ai eu. Je suis parti en Belgique donc pour aller dans l'école d'armurerie, où là j'ai fait 3 ans vraiment à apprendre à limer, et au bout de 3 ans j'ai eu mon diplôme d'armurier, donc j'avais fabriqué ma première arme, et à partir de là je travaillais et à l'école et chez un armurier à l'extérieur. Donc dès que j'étais dispensé des cours généraux étant donné que j'avais eu mon bac et que on est sur un enseignement technologique, moi je travaillais 2 à 3 jours par semaine chez un armurier, où là j'ai fait énormément de basculage et j'ai travaillé sur vraiment beaucoup d'armes. Et donc j'ai fait ça encore pendant 2 années. Donc voilà, ça fait 5 ans d'école, dont les 2 dernières je travaillais à l'extérieur. Après ça, j'étais censé travailler en Belgique et j'avais trouvé... Et bon, finalement, la vie est pleine de surprises et de rebondissements. Je me suis retrouvé en Australie, rien à voir avec l'armurerie, juste visiter et apprendre l'anglais. Ce qui fait que dès que je suis revenu d'Australie, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en Angleterre. Donc là, j'ai été travailler pour John Rigby & Co, qui venait de se réinstaller. Ça faisait 9 mois, je crois, que le groupe Blazer avait racheté la marque et l'avait réinstallée en Angleterre. Et donc, avec le directeur et donc une toute petite équipe au début, je suis arrivé le premier jour dans un bâtiment où, en fait, l'atelier n'était même pas fini et où il fallait déjà préparer des armes pour les salons et ainsi de suite. Donc, on avait vraiment grandi d'une toute petite équipe à maintenant 20 et quelques, 25 personnes, 30 personnes, je ne sais même pas. Donc j'étais devenu chef d'atelier là-haut, on a travaillé sur énormément de très jolis projets. Et bon, voilà, la vie en Angleterre, ça va bien un moment. J'ai fait 5 ans et demi, presque 6 ans là-bas. J'avais besoin de pouvoir retourner aux racines. Hein. Ça faisait donc, entre la Belgique, l'Australie, l'Angleterre, ça faisait 13 ans que j'étais à l'étranger. Donc non, besoin de retrouver la famille, les amis, la chasse. Et donc voilà, je suis revenu m'installer en France, où j'ai acheté une maison, monté mon atelier, et où maintenant je travaille donc voilà, pour les professionnels que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de ma vie finalement. Là, ça c'est mes diplômes d'armurier, donc armurier, monteur à bois, certification d'armurier. Et ça, c'est un diplôme que j'ai eu en Angleterre, donc qui a été attribué par la Workshopful Company of Gunmakers, qui est une espèce de guilde, c'est l'association des armuriers anglais. Et donc je suis passé, moi, mes collègues, on l'a tous fait quand je travaillais en Angleterre, présenter une arme sur laquelle on avait travaillé et passer devant un jury, un panel de personnes qui sont du métier, qui sont aussi bien des grands armuriers, canonniers, que le président de la Workshopful Company of Gunmakers. Et donc présenter notre travail, expliquer ce qu'on a fait, expliquer un peu notre parcours. Et de là, on a reçu ce diplôme pour dire qu'on est reconnu comme étant des armuriers de très bonne qualité et qu'on peut prétendre à travailler sur des très belles armes anglaises. C'est vraiment ça. Donc voilà, je pense que ça y est, on a fait un petit peu le tour de tout ce que je pouvais produire dans mon atelier. C'était un plaisir de t'avoir ici et puis maintenant il faut que je me remette au boulot, hein. Donc à bientôt.